Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos invités qui sont des hommes de médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour faire l'actualité. Nous allons commenter les sujets qui ont marqué l'actualité au Burkina Faso et partout ailleurs en Afrique, bien sûr. Pour commencer au sujet burkinabé, purement burkinabé, donc on va parler de la CENI. Cette CENI, dont on le sait très bien, il y a une crise par rapport au renouvellement, la crise continue, mais aussi avec des points d'actualité sur lesquels nous allons donc débattre. On peut déjà dire que l'ancien président de la CENI, Newton Ahmed Barry, ne sera plus candidat. Et puis également, l'opposition est toujours dans sa posture. Et puis, on a peut-être maintenant un seul candidat, celui de représentant des coutumiers, le Sao Naba. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là. Et puis, second sujet, on parlera de la visite de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le président du parti Les Insoumis, donc de l'opposition française, et dans nos murs, on va dire comme ça, en Burkina Faso. Il a rencontré le chef de l'État, il a aussi rencontré des étudiants et puis des acteurs socio-politiques. Nous revenons pour décortiquer également cette affaire aux allures diplomatiques. Et puis, on terminera avec la Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo entreprend des rencontres. Il a déjà rencontré un frère ennemi, le président Bédié. Il va donc rencontrer le chef de l'État le 27 juillet prochain. On va donc évoquer tous ces sujets-là avec mes invités que je m'avais vous présenter. À ma droite, Issaka Lengani. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, M. Kilem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci M. d'être là. Et puis juste à la droite de M. Évariste Faustin-Konsebo, il est chroniqueur média. Il est le président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et puis enfin, dernier invité, Kedga Blaise, il est donc journaliste, directeur de YAM Info, qui est un média burkinabé. Merci d'être sur ce plateau. Ensemble, nous allons donc passer en revue ces différents sujets-là qui ont marqué toute l'actualité de la semaine. Alors, on commence avec la CENI, toujours. On en a déjà débattu ici la semaine dernière. L'épisode continue, on va dire comme ça. Alors, on peut remarquer qu'il y a au moins 3 points sur lesquels on peut s'arrêter. Newton Ahmed Barry a été remplacé par Kafando Adama au niveau de la composante des musulmans. Cela a été entériné par le Conseil des ministres. Et puis, quand on regarde aujourd'hui, il y a les coutumiers ont renouvelé leur confiance au Sao Naba, donc qui est pratiquement seul en lice pour la présidence de la CENI. Et puis, l'opposition est toujours dans sa position, en attendant aussi le résultat du recours de l'ONA. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire par rapport à ces différents points-là? Évariste Faustin-Konsebo. Franchement, tout ça fait un peu désordre. Et quand on essaie d'analyser, au fond, est-ce que cela ne traduit-il pas un échec un peu de la classe politique? Parce que surtout dans un contexte que nous connaissons, du nôtre, qui est vraiment fortement marqué par l'insécurité, quelle insécurité donc qui endeuille donc toute la population burkinabé, et que bon, on se retrouve avec des problématiques qui ne devraient peut-être pas l'en être, parce que on a le premier cas, c'est le chef coutumier qui est récusé, qui était présenté donc de la société civile, donc qui est récusé, et pour des motifs dont on s'est toujours posé la question, parce que juridiquement, quand on regarde les incompatibilités, on n'en voit pas, en tout cas du moins formellement. Bon, à moins qu'il y ait d'autres raisons, on déporte le débat sur un terrain d'éthique, alors qu'on sait très bien que la chefferie coutumière fait partie présente de notre pays, dans notre paysage, dans notre société, et a un poids très très important. Et du reste d'ailleurs, puisque quand on a donc mis en place donc la CENI, la meilleure preuve en est qu'on a réservé quand même une place à cette composante. Sinon qu'on pouvait faire autrement. Donc, on a l'impression que c'est un débat quasiment inutile, on ne comprend pas. Et en plus, vous avez l'ONA qui vient à rajouter, en attaquant carrément. Pour l'ONA, c'est grave parce que c'est la constitution même de la CENI qui est attaquée à travers le CEFOP, sa composante CEFOP, puisqu'ils disent que dans l'organisation, la mise en place de la CENI, on ne prévoit pas une place pour les partis. Les partis de l'opposition non affiliés au CEFOP. Ils reviennent encore créer encore un débat. Tout ça, en fait, ça fait un peu désordre. Et comme je l'ai dit, parce que nous sommes dans un contexte vraiment, vraiment de gravité, gravissime. Et je pense que nous sommes en état d'attente de nos hommes politiques,
c'est qu'il soit inventif par rapport donc aux problèmes que les Burkinabés rencontrent. Là, on est dans on va dire dans un cul-de-sac. L'opposition maintient toujours sa position. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sortir de là? Est-ce qu'il peut donc arriver que le bureau, par exemple, soit mis en place? Parce que là, le Conseil des ministres a nommé donc 10 personnes, 10 représentants des autres communautés, des autres composantes, pardon, la majorité et la société civile. Alors, est-ce que le bureau de la CENI peut être mis en place en dehors de l'opposition pour attendre que l'opposition vienne après, etc. D'abord, je n'ose pas envisager un cas extrême. Je me dis que parmi la composante même des commissaires de l'opposition, il n'est pas exclu, je dis bien il n'est pas exclu que lors de la mise en place, certains commissaires accompagnent la mise en place. Rien ne le dit pour le moment. Maintenant, supposer le pire, le pire des scénarios, je pense qu'on va rentrer dans les questions de quotas, de représentation, de voir à partir de le quorum, on va rentrer dans les questions de quorum. Et si l'on s'en tient donc à la situation actuelle, il est fort probable que toutes les autres composantes, hormis la composante opposition à 100%, seront favorables donc pour la mise en place du bureau de la CENI. Maître, là on est dans la question juridique, le débat, le Saonaba ne peut pas va être, on sait que ce débat est lié beaucoup à la position de l'opposition, mais là on a 10 représentants qui sont nommés en Conseil des ministres, qui vont prêter serment. Comment on fait pour sortir juridiquement? Est-ce qu'on peut mettre le bureau en place? Est-ce que le gouvernement va trouver une autre alternative à l'opposition pour pouvoir faire marcher la CENI? Non, il y a déjà eu des cas comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut mettre le bureau en place en fonction de ceux qui ont prêté serment et attendre pour les autres. Par exemple, on prévoit, n'est-ce pas, un vice-président pour l'opposition, je crois, non? Oui. Ce poste peut rester vacant. Et puis, le jour où l'opposition rejoindra la CENI, il prendra la place qui est la sienne. Ça, c'est une possibilité. Tout comme aussi, on peut recourir à d'autres membres de l'opposition. Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement le CFOP. Donc, il y a l'opposition non affiliée du professeur Soma qui est là. Ou bien encore, la majorité peut débaucher des gens de l'opposition qui peuvent prendre la place qui convient. Donc, ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. D'abord, à 10, ils forment le choix, plus que la majorité. Voilà. Donc, la CENI peut fonctionner comme ça en attendant le jour où l'opposition va se décider à prendre sa place. Mais de toute façon, tous ces problèmes-là nous montrent que la CENI actuelle est dépassée. On l'a dit la dernière fois ici. Donc, il faudrait qu'on revoie soit la composition de la CENI, soit le rôle même de la CENI, soit l'existence même de la CENI en tant que telle. Nous avons proposé ici, n'est-ce pas, une administration des élections qui prendrait la place, n'est-ce pas, de la CENI et qui nous épargnerait tous ces problèmes-là. Donc, c'est une occasion, effectivement, pour que le pouvoir politique se penche réellement sur le problème de la CENI et voir, n'est-ce pas, comment nous pouvons faire à l'avenir pour éviter de tels scénarios. Mais en même temps, quand on dit ça aussi, d'autres ont peur de l'inconnu parce qu'on s'est dit ce format de la CENI a été mis en place justement pour apaiser le climat politique, pour qu'il y ait plus de consensus. Oui. Alors, si vous amenez à l'administration, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à M. Loukman, vous savez, il faut connaître l'histoire de chaque chose. Le format actuel de la CENI a été mis en place à la suite des conférences nationales qui ont commencé au Bénin en 1990. C'est dans ce mouvement-là, voilà, de la démocratisation entre guillemets des Africains, etc. Tout. C'est dans ce mouvement-là qu'on a estimé que, bon, pour avoir, n'est-ce pas, des élections libres, transparentes, mieux vous mettre un organe indépendant. Voilà. Le climat politique a un peu évolué. Donc, les oppositions se sont enracinées, etc. Et c'était à l'époque où on sortait des partis uniques dans beaucoup de pays, là. Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, etc. C'était à cette époque. Donc, il n'y avait pas tellement de gens de l'opposition assez aguerris, comme maintenant, là, puisque les oppositions étaient souvent clandestines. Maintenant, partout en Afrique, et surtout au Burkina Faso, cela n'a jamais été le cas d'ailleurs, on a toujours connu le multipartisme. Nous avons des membres de l'opposition qui sont dans l'administration, qui sont dans le politique, qui sont partout. Et si l'administration se met à organiser les élections,
Mais vous croyez que les gens de l'opposition ou bien qui ne partagent pas le point de vue de la majorité vont accepter qu'il y ait des magouilles et puis ils ne vont rien dire? On a vu ici, on l'a exposé ici la semaine passée ici, comment les élections étaient organisées en 1978, alors que même que l'opposition occupait le ministère de l'Intérieur, voilà, à la personne de Sommet Yolian Gabriel. Et malgré tout, l'opposition a perdu. Et c'est Lamizana qui a gagné les élections. Donc moi je pense que, et puis il faut avoir confiance aux gens. Donc même les gens qui sont de la majorité, souvent, comme la conscience professionnelle, les appelle, et malgré tout, ils acceptent les choses. Je vais vous dire une chose, que quand, en 2000, je crois, quand il y a eu l'élection entre Abdoulaye Wade et puis Abdou Diouf, voilà, Wade a gagné. Mais il y a des gens de l'entourage d'Abdou Diouf qui disaient qu'il ne faut pas laisser Wade passer, c'est-à-dire de manipuler les résultats. Voilà. Ouais. Et le chef d'état-major qui a été nommé par Diouf a dit non, monsieur le président, moi je ne marcherai pas dans ces circonstances. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez nommer des gens, mais leur conscience professionnelle peut les interpeller et les amener à choisir le camp de la vérité plus que le camp de la manipulation. D'accord. Donc moi je pense que on peut revoir la composition de la CENI, tout comme on peut revoir la structure carrément de la CENI et puis remplacer par autre chose. D'accord. Lengani? Moi, à mon avis, ce qu'il faut constater, c'est que la classe dirigeante aujourd'hui est carrément en déphasage avec le pays réel, qui, comme l'a dit le docteur Consembo, vit aujourd'hui une insécurité quotidienne dramatique, qui aujourd'hui vit une situation de vie chère intenable pratiquement, qui aujourd'hui constate un délabrement total de l'État, qui aujourd'hui est obligé de subir en fait le pillage des ressources de la nation par la corruption à ciel ouvert au plus haut niveau de l'État, etc. Et au lieu de s'occuper de ça, de gérer ça, on se querelle sur des positionnements dans des institutions, tout en sachant que ce pays-là est passé maître dans l'hypocrisie instituée en mode de gouvernement, parce que, dites-moi qui n'est pas politique au Burkina aujourd'hui, qui l'est plus que l'autre, en commençant par ceux-là qu'on prend pour les plus neutres. Personnellement, et je prends un exemple, je me suis beaucoup élevé contre l'immixtion, par exemple, du clergé dans le politique, à un certain moment donné, par des homélies qui étaient régulièrement contre le pouvoir, contre... vous vous rappelez encore, cette conférence épiscopale qui a sorti un bilan sur la situation de la gestion du pays, sur des débats tout à fait erronés, et qui a servi de tablier pour faire ce qui est arrivé, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut savoir raison garder et reconnaître que, comme l'ont dit certains, nos institutions doivent être modélées en fonction de l'évolution du processus démocratique et des problèmes du pays. Au jour d'aujourd'hui, je suis écœuré d'assister au débat qui a lieu actuellement au niveau de la CENI, alors qu'on vient de sortir, ou du moins, on est en train de sortir d'une crise institutionnelle très grave où le peuple entier s'est élevé contre le gouvernement, contre la manière de gérer du président du Faso et a exigé des signaux forts qui ont conduit au remplacement, par exemple, de 2 ministres. Au lieu de gérer ça, de regarder ça, on se bagarre sur des histoires de tel chef est politique, tel machin. Moi, je trouve que c'est écœurant. Ce n'est pas digne des Burkinabés que nous sommes, ou du moins ça montre l'état de déliquescence morale dans lequel le Burkina Faso est aujourd'hui. Mais quand l'opposition, est-ce que l'opposition n'a pas raison de le dire? L'opposition a brandi des images. On a vu aussi des vidéos où il est dit que le chef en question est donc plus proche du parti au pouvoir, qu'il aurait fait campagne pour le président, etc. Mais moi, je ne sais pas si le Sao n'a pas nié ça, ou bien si le Moulin n'a pas nié ça, que son candidat était un militant du MPP, ou du moins il travaille avec le MPP. Je ne pense pas que ça n'a pas été nié. Mais est-ce que c'est incompatible avec la fonction de commissaire? C'est ça la question. Est-ce que c'est incompatible avec la fonction de commissaire? Moi, c'est ça. Une fois qu'on franchit, on répond à cette question-là, mais on avance.
On n'a pas besoin de... Et moi, je vous dis franchement une chose, sur cette guerre-là, si je dois donner mon avis là-dessus, je dirais que je suis pour effectivement qu'on recuse le Sao-Nava, parce qu'il a fait effectivement montre d'un activisme politique inconsidéré. Mais c'est son droit le plus absolu. S'il est désigné, moi je préfère avoir, je vous le dis franchement dans les yeux, un militant du MPP, du bureau politique du MPP, président de la CENI, et le surveiller, plutôt que d'avoir un individu, qu'on me dit être neutre, alors que nuitamment, il boit le champagne avec ce qu'on sait. Donc je dis, moi dans cette occurrence-là, on n'a qu'à laisser tomber les hypocrisies. Et quand par exemple dans cette situation particulière, je me dis que le monsieur sait qu'on sait. Et celui qui l'a nommé sait qu'on sait. Comme quoi il faut garder son trésor avec le voleur. C'est ça, exactement. Okay, bon, donc dans cette situation, mais chacun fait attention. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que même celui qui a proposé a dit, je me porte garant éventuellement de la neutralité de ce monsieur-là. Est-ce qu'on ne peut pas, dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, passer ce cap-là pour s'occuper des véritables problèmes des Burkinabés? D'accord. Moi, c'est ça la question. Et je dis que c'est immoral, ce n'est pas normal, si c'est comme ça, mais qu'on dissolve la CENI une fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, là, notre pays, là, le problème, ce n'est pas ça. D'accord. Merci. Kitka, sur ce débat aujourd'hui. Bon, nous sommes de... Tout est bloqué là. Oui. Voilà, bon. L'opposition n'est pas prête à aller à la CENI, exige que ce soit d'abord le candidat donc, des coutumiers qui soit d'abord rejeté de la CENI avant toute chose. Oui, mais vous l'aurez constaté que depuis quelques années, c'est les spectacles les plus tristes qu'on donnait à voir la classe politique nous amène à tirer une conclusion très simple que nos grands frères, ceux qui devaient être des miroirs pour nous là aujourd'hui, ont failli. Et pour moi, c'est pas étonnant. Ces spectacles-là, et ça va continuer. Parce que, rappelez-vous, il y a eu une étude qui avait été menée au ministère de la Culture, où on a posé des questions à un échantillon de Burkinabés sur leurs valeurs dominantes. Alors, l'intégrité est venue 8e. Et la première valeur, c'est la part du gain, l'argent. Alors, quand une société est dans une turbulence pareille, et vous êtes à la fois en train de parler de processus de réconciliation, pendant que vous, en tant qu'acteur politique, en tant que génération adulte, qui deviez préparer en fait une génération non adulte à assumer des responsabilités historiques demain, et vous vous donnez à ce genre de spectacle-là, qu'est-ce que vous voulez que la jeune génération dise? Et quand la jeune génération va vouloir parler, on va dire, bon voilà, vous êtes encore jeune, il y a des... Mais nous savons aussi que cette génération-là, nous avons aujourd'hui, par l'accès à l'information et tout, on sait que les grandes nations, les réformes institutionnelles des grandes nations, c'est généralement dans des situations difficiles. Et on l'a dit ici, que ce soit le coronavirus, que ce soit le terrorisme actuellement, avec la reconfiguration de la géopolitique mondiale, on devait être en train de faire des réformes institutionnelles sérieusement, tenant compte aussi de notre idéal de société. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, avec ce genre de spectacle-là, on peut se dire qu'on a un idéal Est-ce que c'est un spectacle? C'est des principes, c'est aussi des questions de principes. Mais avec ça, l'opposition dit on ne peut pas admettre que le candidat de telle composante soit président de la CENI parce qu'on le suspecte d'être avec notre adversaire. Ça, c'est la position de l'opposition. Mais ça, ce sont les conséquences de comment la politique se fait au Burkina. Vous-même, vous savez que la politique ne se fait pas au Burkina sur la base des convictions, sur la base, en fait, de projets de société, etc., etc. On sait comment la politique, ça se fait ici. Ça, on a qu'on recuse aujourd'hui à militer dans l'autre camp hier, etc., etc. Donc, je me dis que, bon, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. C'est comme ça que ça se passe au Burkina Faso. Ce sont les tracasseries. Et l'objectif de tout ça, c'est soit protéger les intérêts d'un clan, c'est soit protéger les intérêts d'un certain nombre d'individus. Et ça s'arrête là.
Et c'est pour cela que je pense qu'avec le processus de réconciliation qu'on a chanté, qu'on a fait, on devrait être en train de résoudre un certain nombre de contradictions sur des questions de réforme institutionnelle, etc., beaucoup plus sérieuses que ça. Et on sait que, comme moi je l'ai dit ici, si tout ce qu'on est en train d'engager comme processus de réconciliation n'aboutit pas à l'éclosion d'une nouvelle société, je pense qu'on aurait tout raté. Et c'est ça aussi qui est en cause au Burkina Faso. Donc pour moi, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la façon dont je vois. On venait de quitter un autre spectacle qui était le spectacle de celui des maires. Des maires qui nomades, politiques, etc. etc. C'est la suite logique de ça. Et ça pour moule la façon dont on fait la politique au Burkina. D'accord. Lengen, vous voulez ajouter quelque chose et puis je voulais encore faire parler l'histoire. Vous vous rappelez quand monsieur, il est actuellement au Conseil constitutionnel, Yarga Larba, qui était membre du bureau politique comité exécutif du MPP, a démissionné avec fracas. Mais les gens, il y a eu les gens sont allés dans des commentaires incroyables. Mais à l'époque, on leur avait dit, mais écoutez, attendez voir où ce monsieur va déboucher. Il a débouché où? Au Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction de ce pays-là. Parce que ce monsieur a démissionné, il devient neutre pour aller au Conseil constitutionnel. Les Burkinabés n'ont rien dit. L'opposition n'a rien dit, qu'elle soit actuelle ou passée. La classe politique, la classe dirigeante, personne n'a trouvé quoi que ce soit à dire. Est-ce que ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que ça voudrait expliquer? Ça voudrait expliquer que le fait d'avoir été politique, partisan, militant, et de se retrouver dans une instance ou dans une juridiction, c'est cette juridiction, ce sont ces valeurs qu'on reprend en main, mais pas ce qu'on a laissé par derrière. Est-ce que c'est ce que ça voudrait dire? Mais justement, c'est ça le problème. Comment faire la différence? Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un appareil pour mesurer l'honnêteté des gens. C'est dans les actes, c'est dans les faits. D'accord. Ici, dans les actes, dans les faits, bon, constatons aujourd'hui, faisons le bilan aussi de M. Yarga Larba. Est-ce qu'il s'est comporté selon ce qu'on espérait de lui? C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et ne pas anticiper sur ce que le gars va faire, éventuellement. Si on passe sur cette base-là, moi je suis tout à fait d'accord que l'on constate la nature du gars qui est proposé. Le SAO prenons ce cas de manière concrète. Effectivement, il y a des preuves manifestes, patentes, qui montrent que c'est un militant. Mais lui, il a un problème avec même ceux qui l'administrent. Ou bien, parce que si vous êtes militant, ça veut dire que vous n'êtes plus, de mon point de vue, en mesure d'administrer de manière impartiale l'ensemble de la société. Ce qui devrait être le cas. Mais si les gars de SAO ont accepté, bon, le Moro Nava le propose parce que c'est son tour, parce que là aussi, il faut qu'on nous dise si c'est faux, si c'est vrai, mais selon les informations, bon, entre les grandes royautés, ils ont fait une sorte de tour de table. Bon, chacun a son tour doit proposer. Et que cette fois-ci, c'était le tour de Moro Nava qui a proposé. Mais si c'est le cas, que l'on dénonce l'attitude du gars, moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais on ne peut pas, de mon point de vue, mettre ça au-dessus de l'ensemble des autres considérations pour dire, pour ainsi, on bloque tout. D'accord. Oui, on va terminer sur le sujet, Maître, et puis il va rester terminer. Moi, je pense qu'il faut comprendre l'esprit de la loi. La loi dit qu'il ne faut pas faire partie d'un organe dirigeant d'un parti politique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Exactement, oui. Vous savez, toute personne a ses idées, ses opinions, ses convictions. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont plus MPP que des membres du bureau politique du MPP, alors qu'ils ne sont pas dans le bureau politique. Bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce que la loi veut dire? En fait, la loi veut que tu ne sois plus prisonnier de l'appareil d'un parti. Oui. Quand tu es membre d'un organe dirigeant d'un parti, tu reçois des instructions, tu donnes des instructions, et tu es encadré par cet appareil dirigeant. On va te dire, mais oui, on a décidé ça à telle assemblée générale, parati, etc. Mais si tu n'es plus membre de l'organe dirigeant, tu deviens libre par rapport à cet appareil. Mais ça ne veut pas dire que tu abandonnes tes idées politiques. Voilà. Parce que toute personne a des idées politiques. Même celui qui ne fait pas la politique a des idées politiques.
ne serait-ce que la politique de ses propres Mais la intérêts. question même souvent aussi, Donc, peut-être qui n'est pas manifeste ici, c'est est-ce que concrètement, à la CENI, l'on soit président ou que l'on soit d'une composante, ce que je veux dire, est-ce que l'opposition, par exemple, peut faire changer les résultats d'un vote? Est-ce que la majorité peut faire changer les résultats d'un vote? Ou par le président peut faire changer le vote? Non, vu les structures actuelles, ce n'est pas possible. En fait, la CENI est un organe administratif. C'est ainsi que moi je vois les choses. Puisque les votes là, c'est dans les bureaux de vote, sont les citoyens qui s'expriment et il y a des contrôles qui se font. Donc, à quel niveau maintenant tu vas faire changer le bureau? Sans oublier que ce n'est pas la CENI qui proclame les résultats. La CENI proclame les résultats provisoires. Et c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. Donc, je ne vois pas en quoi, n'est-ce pas, la CENI peut traficoter les résultats d'un vote. Sans oublier que les vrais votes, ça se passe, n'est-ce pas, dans les urnes avec des procès-verbaux, et avec les membres de l'opposition, les membres de la majorité, etc. Maintenant, les partis qui n'envoient pas de délégués dans les bureaux de vote, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, en fait, le débat qui se passe là est malsain inutilement. Je ne vois pas ce que le Saouna peut avoir réellement comme influence dans les résultats de vote s'il devenait président de la CENI. Voilà. Et je ne vois pas en quoi, n'est-ce pas, le fait qu'il soit affilié à un parti politique peut changer quoi que ce soit. Rappelez-vous, vous savez par exemple, l'être humain change. L'être humain change soit en fonction des fonctions, soit en fonction du temps. Mais actuellement, il y a des protestants ici, partout dans le monde. Luther était d'abord un catholique. C'est la suite d'une crise violente de conscience qu'il a pris ses distances. Rien ne prouve que le Saouna peut avoir changé. Et puis, rien ne prouve même qu'il peut devenir même anti-MPP. Donc, toute personne évolue. Donc, on ne peut pas, à partir du passé de quelqu'un, juger sur son présent et sur son avenir. D'accord. Alors, qu'est-ce que, là, la question est Évariste Concebo, et puis quelqu'un d'autre voudrait très rapidement, de l'attitude aux autres de l'opposition, qu'est-ce que concrètement l'opposition peut apporter, ou du moins, qu'est-ce qu'il faut pour aller vers une sortie de crise ici? À partir du moment où il n'y a pas eu un consensus, qu'est-ce que vous voulez? Ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est la loi. Et si on n'est pas d'accord, apparemment, il y a eu des tractations, mais jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas eu écho de ce que l'opposition aurait donc accepté de rentrer, donc, comment dirais-je, comme on peut le dire dans les rangs. Mais si ça persiste, effectivement, les autres vont avancer. On va quand même pas arrêter le processus, parce que sur les 15 commissaires, si ma mémoire est bonne, l'opposition représente une fraction de 5. Si ça persiste et qu'ils auront le loisir, bien sûr, de saisir donc la justice pour peut-être demander des avis ou que la justice peut-être tranche. Mais c'est vrai que c'est un débat. Moi, c'est une crise, j'appelle ça une crise de confort, parce que c'est inutile. Parce que c'est juste pour des questions de positionnement, parce que même en termes d'influence, nous savons bien que nous avons surveillé les élections. Quoique il y a quand même des imperfections, nous pouvons quand même garantir que le jeu se fait en présence de tous les acteurs, quasiment, c'est ouvert. Donc, ça m'étonnerait qu'un seul individu, du moins prétendument même chef coutumier, puisse, à travers d'une baguette magique, changer des résultats. Moi, ça m'étonnerait. Donc, je me dis que c'est peut-être les mobiles se trouvent ailleurs. N'oubliez pas quand même que je pense qu'il était membre d'un autre parti, il aurait changé. Est-ce que ce n'est pas des règlements de compte? Il était député CDC pour deux mandats. Il a arrêté en 1992 de faire la politique. Rien n'exclut, rien n'exclut. Une seconde, les gars. Bon, je voudrais dire vraiment bravo à l'opposition. Elle peut s'estimer avoir largement gagné le combat sur cette question de la neutralité des membres de la CENI. Elle a mené un combat, elle a posé un problème qui a ouvert les yeux des uns et des autres. Je suis convaincu que si la chevelure coutumière ou bien les musulmans, les chrétiens doivent désigner quelqu'un demain encore la CENI, ils vont regarder à la loupe ses activités politiques. Donc ça, c'est un combat qui est gagné. Ce combat gagné, je pense qu'il faut donner maintenant la place à la République. Il faut permettre à la République de continuer d'avancer, étant entendu que le processus va se perfectionner en allant. Et comme les uns et les autres l'ont dit, moi, ce pouvoir-là, j'en ai peur. J'en ai peur, pourquoi? Parce qu'ils sont capables de nous sortir ici des solutions qui seront pires que la situation passée. Parce qu'effectivement, il y a une palette de possibilités. Parce que la loi
en la matière est vraiment très ouverte. Rien ne dit que les 10 là ne peuvent pas élire un bureau. Rien ne dit que le gouvernement ne peut pas... La majorité absolue, c'est 8. Oui, bon, en fait, on ne dit pas que forcément il faut toutes les composantes. Parce que là aussi, la CENI aussi, c'est une question de composantes. La loi ne dit pas qu'il faut forcément que les 3 composantes soient là pour que ce soit la CENI. Rien ne dit ça. Donc, les gars de pouvoir, ils peuvent botter en touche et puis faire n'importe quoi. Ils peuvent aussi appeler l'ONA qui fait des yeux doux quelque part. Et même à l'intérieur du CEFOP même. Il y a aujourd'hui ces 5 ou 4 partis qui sont intéressés. Mais le reste est là. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas... Rappelez-vous, souvenez-vous, cette même CEFOP-là, au soir des résultats de la présidentielle, on a lu une déclaration tonitruante. 30 minutes plus tard, on a vu les gars défiler un à un chez le candidat qui a été élu. Donc, dans ces circonstances-là, ne soyez pas étonnés que le pouvoir rentre pour effriter. C'est pourquoi moi je pense que raison gagnée, on a gagné la bataille de l'opinion publique. C'est suffisant pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. Merci. On va continuer pour évoquer le second sujet qui est aussi important, intéressant. Il s'agit donc de cette visite de Jean-Luc Mélenchon. On le sait, c'est un homme politique de premier plan français. Il est même, disons, l'opposant et futur candidat pour la future présidentielle. Alors, il est venu ici, au Burkina Faso, un voyage pour... on va dire un peu, où il a parlé de francophonie, il a parlé de l'intervention française côté militaire ici. Il a aussi évoqué d'autres sujets de l'actualité internationale, mais aussi qui concernent l'Afrique. Alors, par exemple, d'abord la question que je vous pose, est-ce qu'il a été reçu par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré? C'est un opposant français. Est-ce que cela ne pourrait pas donc créer d'autres complications entre Ouagadougou et Paris, maître? Créer des complications dans quel sens? Sur le plan diplomatique. Non, vous savez... Paris pourrait être un peu froissé de voir... Pas du tout. C'est pas comme nos pays, là. Les hommes politiques des pays occidentaux développés ne sont pas frileux comme nos pays, là. Et puis, ils n'ont pas peur de leurs opposants, comme ici, on a peur des opposants. Ils n'ont pas peur de coups d'État non plus, etc. Donc, les rouages de la démocratie sont bien huilés dans ces pays-là. Et c'est tout à fait normal que le président du Faso rencontre Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait ni froid ni chaud à Emmanuel Macron. Ils sont habitués à cela. Même vous vous rappelez, même Le Pen, n'est-ce pas, qui était un opposant notoire, sous Mitterrand, etc., a été reçu par des chefs d'État à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, où il a fait un voyage, je crois aussi au Gabon, etc. Non, ce sont des démocraties bien huilées, etc., et cela ne leur dit rien du tout. D'accord. Alors, oui. Mélenchon a parlé de la situation sécuritaire dans la zone. Il a estimé que d'abord, c'est une phrase qu'il a donnée, il n'y a aucune solution militaire à un problème politique. Et il dit que lui, Mélenchon, président en France, il va annuler tous les accords de défense avec les pays africains. Il a même dit que l'armée française s'en irait, il suffirait seulement que les Africains manifestent cet intérêt-là. Si c'est ça, moi je vous citerai, n'est-ce pas, la fable de La Fontaine, qui dit que apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. D'abord, ce n'est pas à Mélenchon de venir définir la politique au Burkina Faso ici à la place des Burkinabés. Si les Burkinabés le croient, c'est leur problème. Et puis, Mélenchon n'est pas au pouvoir. Peut-être qu'il n'arrivera jamais au pouvoir, même en France. Il peut dire tout ce qu'il veut. Donc, ceux qui y croient, c'est leur problème. Est-ce que vous voyez? Sinon, sachez que Mélenchon, président, supposons qu'il soit président, ce sont les intérêts français d'abord qui vont importer. Voilà. Et s'il se trouve que la France a intérêt à ce que les troupes soient ici, il les garderait ici. Bon, moi, je suis sidéré de voir que parfois les Africains attendent que d'autres viennent trouver des solutions à leurs propres problèmes. Alors que leurs problèmes viennent d'eux, c'est à eux de résoudre leurs problèmes. On dit que oui, la France ne nous donne pas ceci, la France nous donne cela, la France nous fait ceci. Et vous, vous êtes qui? Que faites-vous pendant ce temps? Ce n'est pas à Mélenchon de venir nous dire ici ce qui doit se passer ici au Burkina Faso. C'est à nous de déterminer notre politique selon nos convictions, selon nos choix de société. Malheureusement, on n'a pas d'homme politique d'envergure capable de tenir ce créneau-là. C'est pour ça. Sinon, ce que Mélenchon dit, mais il dit bien ce qui peut l'arranger lui.
Il est en campagne d'ailleurs. Il est en campagne, voilà. Même s'il n'était pas en campagne, il dit ce qui peut l'arranger et ça ne lui coûte rien du tout parce qu'il sait qu'il n'aura jamais à faire face à l'exercice du pouvoir. Donc il peut tout dire, tout ce qui plaît. Voilà. D'accord. Alors, Ketka, sur cette question, c'est quand même une première, on va dire comme ça, de voir une opposition ou un opposant français venir dans un précaré de la France pour faire campagne, parce que là, c'est pratiquement dans la campagne, où il a des propos assez forts, des promesses assez fortes qu'il fait. Alors, il parle de départ de l'armée française, il parle de suppression, d'annulation des accords de défense, mais aussi il parle de la francophonie, où il estime que la francophonie est un instrument de l'impérialisme français, et que par conséquent, lui, il prône plutôt une francophonie qui soit une francophonie avec une langue francophone plutôt, qui soit une langue d'opinion et de projet. Non, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il a dit. Ce qui est étonnant, c'est que c'est cette catégorie de jeunesse qui se dit anti-impérialiste et anti-colonial qui a le temps d'aller écouter un monsieur comme Mélenchon, parce que quand il parle des accords, parce que faut pas qu'il parle d'accords, il faut parler de protectorat, et les protectorats, c'est à tous les niveaux. Voilà, ils avaient organisé l'ORSTOM, l'Organisation de recherche des territoires d'outre-mer. Nous étions qualifiés de territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Donc, il y a un cordon ombilical et les protectorats qui ont été signés depuis 1960 doivent être révisés. Et ces protectorats-là, sous le plan sociologique, il y a ce qu'on va appeler la fabrication d'un certain nombre d'individus qu'on a manipulés depuis 1960 dans le temps. Ils ont lancé sur le plan militaire des opérations Barracuda, Épervier, 6D M80 pour débarquer les Didier Rassiraka, etc., etc. Ce que les Africains veulent aujourd'hui, les Africains veulent que la France arrête en fait sa politique d'autruche en Afrique. Et même si la France ne veut pas, la France doit comprendre que la dynamique actuelle, c'est que la masse critique aujourd'hui en Afrique, qui comprend un peu les enjeux, la masse critique est très élevée. Donc ce que M. Mélenchon est venu faire, moi je n'ai pas vécu ça comme un événement, j'ai vécu ça simplement comme quand il dit par exemple qu'il est venu apprendre de Sankara. Voilà, on sait où il était au moment où Sankara partait. Quand il dit qu'il vient apprendre de Sankara auprès des Burkinabés, que Sankara incarne le symbole d'une certaine insoumission, et en même temps c'est lui qui demande à Macron de condamner Goïta Assimi au Mali, ça pose un problème de logique de ce monsieur Mélenchon là. Et c'est que nous, la jeune génération, nous devons comprendre, c'est que ce soit un opposant en France, que ce soit un du parti au pouvoir, le Quai d'Orsay a déjà une ligne tracée de sa politique de domination. D'accord. Et elle utilise tous les moyens pour le faire. Et c'est pour cela qu'on doit comprendre que les enjeux sont multiples. Monsieur Mélenchon, c'est nous qui lui accordons cette valeur-là d'aller... Moi, quand je vois des jeunes qui sont allés l'écouter, j'ai dit, mais vous êtes allés faire quoi avec ce monsieur-là? Mais il porte aussi un discours quand même qui est attrayant. Quand il parle du départ de l'armée française, quand il parle de la francophonie, il parle de l'impérialisme, de la langue francophone et tout ça. Est-ce que c'est tout ça qui fait peut-être recette auprès de cette jeunesse qui attend fortement? Mais leur opération tourbillon sur le plan scientifique qui consiste aujourd'hui à contrôler le contenu de nos systèmes éducatifs dans nos universités, etc., mais il n'a qu'à parler de ça, puisque c'est ce qui est dommage, en fait, c'est le fait de vouloir prendre toujours les Africains comme des immatures, des gens qu'il faut aider à résoudre des problèmes. Et ça, moi, je me dis même que c'est un envoyé, j'assume mes propos, c'est un envoyé de M. Emmanuel Macron qui est perdu sur le plan diplomatique par rapport à la gestion de Barkhane et du G5 Sahel. Parce que, rappelez-vous, regardez le nombre de sorties médiatiques que M. Emmanuel Macron a fait durant ce mois. Environ 8 à 9 sorties sur l'Afrique. Et donc, moi, je pense que ce que Mélenchon est venu faire, c'est qu'il est venu redonner à quelque part une autre image de cette diplomatie qui tâtonne aujourd'hui par rapport à la gestion des questions africaines là en Afrique. Et au-delà de tout ça, on sait que sur un certain nombre de plans, même sur le plan culturel, on a des objets africains ils ont retiré, on a des objets culturels africains qu'ils ont retirés au Bénin, ils ont volé au Bénin, ils ont volé... Qui sont en train d'être restitués. Mais oui. La plupart sont en train d'être... Donc la restitution pose problème parce qu'ils se disent que, ils disent,
Ils disent, en collaboration avec leurs médias là-bas, que est-ce que nous sommes capables de pouvoir conserver ces objets-là? Vous nous avez volé un certain nombre de nos patrimoines. Est-ce que c'est faux quand il le dit? Si on n'a pas les moyens, j'allais dire, tous les éléments qu'il faut, en fait, les sites qu'il faut pour le faire. On connaît comment ça se passe. Quand nous on parle d'impérialisme, ce n'est pas seulement sur le volet politique. Quand vous regardez sur le volet économique, les clubs qu'on a organisés dans nos pays africains, qui tiennent des rencontres chaque année dans leurs différents pays. Aujourd'hui, quand vous prenez un certain nombre d'organisations secrètes et qui sont en collaboration, on l'a vu avec les Omar Bongo, etc., ben, ce que nous, la jeunesse africaine d'actuelle veut, veut que la France nous permette à un certain moment de pouvoir nous autodéterminer. Et si la France ne nous le permet pas, et qu'elle s'inquiète des mécanismes d'organisation que la jeunesse africaine est en train d'entamer, la France doit purement et simplement nous lâcher les baskets. Et M. Mélenchon est un pur produit de Sciences Po et de l'ENA. Mais ça n'a pas empêché la même jeunesse africaine d'aller l'applaudir, Évariste Concebo, de cette visite. Est-ce qu'il n'y a pas une imprudence diplomatique quand le président du Faso reçoit Mélenchon, qui est quand même un opposant, ou bien vu de l'autre côté, un opposant, c'est correct? J'imagine un opposant africain en France, comment ça se passerait à l'Élysée? Sans rentrer dans les secrets des dieux, je suis sûr et certain que forcément, d'un autre côté, on n'a pas dû voir ça d'un bon oeil, d'autant plus que, si vous remarquez bien les étapes de la visite de M. Mélenchon, il se met un peu en contre-pied de celle en fait, du président Macron. En 2017, Macron est venu dire qu'il avait aboli la politique France-Afrique. Mélenchon, lui, il vient dire qu'il vient développer un autre discours, la France fraternelle, non impérialiste. Et sur la question des accords de coopération, vous savez très bien que Paris, en fait, l'Élysée suit ça de près comme du lait au feu. M. Mélenchon vient proposer tout simplement, parce qu'il a un point quand même très, très... Sur ce point-là, il rage parce que ce débat, pour lui, en fait, ce débat n'a pas eu lieu en France à l'Assemblée. Et la présence, en fait, des militaires en Afrique, même si on avait fait ce débat, son parti est minoritaire. Majoritairement, ça aurait passé, mais il a à chaque fois, il a l'occasion de le répéter. Maintenant, moi, ce que je me demande, en fait, il dit bien la France fraternelle non impérialiste. Ça me fait sourire. Mais alors, s'il était élu, je pense aussi comme maître que ça risque d'arriver difficilement, en appliquant sa nouvelle conception des relations France-Afrique, il va reléguer la France. En fait, la France ne sera plus 7e puissance militaire, ni encore 5e puissance économique. S'il veut vraiment réellement appliquer, lui, sa conception des relations, ou alors, à moins que je sois naïf, bon, ou alors, oui, peut-être il se dit que bon, il se trouve dans cette jeunesse-là. Effectivement, je pense qu'il s'adresse à son électorat, une frange de l'électorat, en fait, issue de l'immigration africaine, qui est très important maintenant en France. Parce que ça, c'est aussi, on ne peut pas ne pas voir aussi une campagne électorale déguisée. Alors, mais qu'est-ce que le Burkina... Ces gens aiment bien des discours un peu mielleux, des discours un peu creux, des discours un peu, excusez-moi, rhétoriques, démagogiques, à la limite opportunistes. Hein. C'est ce qu'il a bien développé. Il y a une certaine catégorie là qui aime bien entendre ça. Et comme M. Smoké qui dit oui aussi, si les populations ne veulent pas de la présence des militaires, ben, qu'ils rentrent chez eux, alors que lui-même, qu'est-ce qu'il attend pour aller s'engager et lutter contre déjà les terroristes? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que le Burkina gagne quand Mélenchon vient au point qu'il est reçu au sommet? Est-ce que la diplomatie est en train d'échanger, ou est-ce que le Burkina est en train de dire nous sommes les égaux voilà, des Français aussi, donc nous aussi on fait ce que vous faites chez vous, je soupçonne, quand ça concerne nos opposants? Moi je soupçonne un coup de froid, hein. Entre ça je le dis, je prends peut-être la responsabilité sur moi, je soupçonne peut-être un coup de froid au niveau de la diplomatie, parce que souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on a vu la réponse du président Macron très très sec par rapport donc à nos responsabilités. Il a renvoyé nos autorités à leurs responsabilités par rapport à la situation vraiment de chien-lit que nous avons chez nous. Alors maintenant, de là à croire que ça n'a pas plu et on veut faire... Parce que sinon, alors, posez-vous la question, est-ce que M. Edi Komoro, de passage à Paris pour rencontrer la diaspora burkinabé, on allait le dérouler le tapis rouge à l'Élysée ou bien même à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas du tout. Et d'ailleurs, même c'est ce qui illustre le comportement un peu contradictoire de M. Macron qui s'érige contre le paternalisme, l'impérialisme et le néocolonialisme, au titre de quoi on l'a reçu lui.
à la présidence du Faso. Sinon, Mélenchon, plutôt. Oui, Mélenchon. Bien sûr. C'est peut-être de l'impérialisme qu'il a fait pour qu'on le reçoive là-bas. D'accord. Lengani. Je commence par la queue que le docteur Évariste laisse. A laissé traîner. Oui, a laissé traîner. D'accord. Effectivement, bon, ça montre l'infantilisme dont nous sommes porteurs en réalité sous nos tropiques. Sinon, effectivement, comment un opposant arrive dans un pays et est reçu par le chef de l'État avec les médias, etc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire aux autres, nous aussi nous sommes libres, nous faisons ce que vous faites aussi, parce qu'on sait que c'est la France qui chaque fois protège les opposants, les reçoit, les héberge, et tout ça. Donc on s'est dit, bon, nous aussi, on est des pays souverains, on fait aussi ce que vous faites aux autres. Est-ce que ce n'est pas une réponse du berger à la Mais justement, ça ne ressemble même pas à ça. Ça ne ressemble même pas à ça. Parce que quel soutien est-ce que le fait d'être reçu par le président du Faso, ça impacte sur effectivement l'électorat en France? Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire, essentiellement diplomatique. Oui, c'est un symbole, quoi. Pour moi, ça là vraiment, c'est une vaste rigolade. Et avec Kendrick, je suis tout à fait d'accord que ceux qui sont allés l'écouter, bon, avaient du temps à perdre. Mais ils ont gagné 4 jours d'occupation gratuite aux frais du contribuable français, parce que ce monsieur-là, ce n'est pas avec ses fonds personnels qu'il est venu ici. Ça, je suis convaincu de ça. Et je dis, quand nous, nos opposants vont chez eux, ils rencontrent les opposants de là-bas. Ils travaillent avec les opposants de là-bas. Monsieur Mélenchon, qui vient dans un pays comme le Burkina Faso, qui est dans la situation que l'on connaît, qui a organisé les élections qu'on connaît. La classe dirigeante aujourd'hui, tout le monde, toutes les études montrent l'état de pourrissement mais de l'appareil d'État. Et M. Mélenchon vient, ce n'est pas l'opposition qui lutte contre cette manière de faire-là qu'il rencontre, ce n'est pas avec cette opposition qu'il travaille, mais il bondit pieds joints dans la marmite. Ça veut dire que il s'est venu se foutre du peuple burkinabé. Ceux qui luttent chaque jour pour rendre ce pays la meilleure. Il aurait pu rencontrer ça veut dire clairement, rencontrer oui, c'est ça qu'il devrait faire. Rencontrer les VDP. Rencontrer les VDP, aller sur le terrain, à Djibo, à Falaguntou, à Choj, à Tanwabougou, au lieu de venir se balader ici pour nous tenir des discours creux. Moi, je dis que c'est du populisme. Et effectivement, le monsieur est un populiste reconnu. Son discours, bon, vraiment, ça enchante. Mais comme on le sait, c'est creux. Ça correspond à strictement rien, comme l'a dit, par exemple, Kerga. C'est-à-dire, ça n'a pas prise. D'accord. Bon, maintenant, pour le jeu politique dans l'Hexagone, ça a son importance. Que ceux qui se disent présidentiables montrent qu'ils ont de l'étoffe à l'extérieur, montrent qu'ils sont reçus par les chefs d'État, montrent qu'ils sont reçus par des dignitaires, etc. Ça, c'est bon pour lui. Mais le Burkina Faso n'a strictement rien à tirer de ça. Strictement rien. Bien au contraire, ça montre que si ce monsieur est élu, mais l'impérialisme va être beaucoup plus violent même en termes même d'impact même sur les populations. Parce qu'on ne tient pas compte des réalités d'aujourd'hui et on va en fait apporter sa caution en réalité à ce qui se fait aujourd'hui au Burkina Faso. D'accord. Oh, il est évident que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est tout chose. Légitimiste alors. Exactement. Alors, maître, pour terminer très rapidement. Je voulais apporter certaines précisions. D'accord. Il faut savoir que quand François Mitterrand était dans l'opposition, il tenait des discours, n'est-ce pas, anti-impérialistes, etc., flatteurs vis-à-vis des Africains. De telle sorte que quand il était élu en 1981, les premiers à être déçus étaient justement les Africains qui y avaient cru, qui croyaient en lui et qui croyaient qu'il y aurait un changement dans la politique française. Donc c'est pour vous dire que c'est avant tout les intérêts français que chaque président va défendre, même si Mélenchon est élu. La deuxième précision, c'est sur la francophonie. On peut dire que la francophonie est impérialiste, etc. Mais il faut donner une précision. La francophonie a été créée par les Africains, pas par la France. C'est l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, qui a donné la francophonie. Et l'ACCT a été créée à l'initiative de Amani Diaouri, le président nigérien, qui a trouvé qu'il était bon d'avoir un espace où les francophones pourraient s'exprimer.
Il en a parlé, Pompidou ne l'a pas écouté. Et Diori a eu recours à Senghor, qui à l'époque avait une aura. Et c'est Senghor qui a convaincu les Français de la mise en place de la CCT. Parce que pour les Français, ça allait être encore un truc budgétivore qui n'avait pas d'importance. Voilà comment la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, a été créée et qui allait devenir la francophonie. Donc, si on veut voir, la francophonie est un instrument mis en place à l'initiative des Africains. Maintenant, si elle est devenue impérialiste, etc., je ne sais pas, mais ça veut dire que les Africains, peut-être, n'ont pas su maîtriser ce qu'ils ont créé. Voilà. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la réception de Mélenchon au palais présidentiel. Il faut dire que c'est pas Roch, je suppose que c'est pas Roch qui a demandé l'audience. Ça a dû être Mélenchon lui-même. Et si Mélenchon a demandé l'audience, si le président Roch avait refusé, ça aurait été mal vu même en France. Parce qu'avant tout, c'est les intérêts français. Les Français n'auraient pas compris que le président burkinabé refuse de recevoir Mélenchon. Parce qu'après tout, Mélenchon, c'est un Français. Et l'opinion publique française même y est regardante. Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est sur le plan politique. Et enfin, dernière position, je peux dire que la visite de Mélenchon apporte quelque chose au Burkina Faso. Pourquoi? Ne serait-ce que la visibilité. Nous sautillons ici, etc. Mais vous savez, très peu de gens connaissent le Burkina Faso. Très peu de gens savent qu'un pays existe qui s'appelle le Burkina Faso. Même maintenant, là... Même actuellement. Hein? Très peu de gens. On a quand même il y a eu un jeu récemment. À Tokyo, on a vu quand même défiler le Faso d'Anfani. Ça représente quoi, ça? C'était sur les écrans. Écoutez, je vais vous dire une chose. Avec Thomas Sankara, ça joue Thomas Sankara, on connaît le Burkina. Non, je vais vous dire une chose. Quand j'étais en France, là, il y a des gens qui connaissaient Thomas Sankara, mais qui le prenaient pour un nationaliste sud-américain. Et pour certains, c'était un asiatique. Parce que pour eux, rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Donc, dès qu'un nom sort comme ça, ils collent ça ailleurs, plutôt qu'en Afrique. Est-ce que vous avez vu? Et vous vous rappelez que quand... j'ai oublié son nom, donc je passe là-dessus. D'accord. Voilà, c'est pour vous dire, n'est-ce pas, que... voilà, il y a eu un jeu, là. Il y a eu un jeu à la télévision française, là. Question pour un champion. Question pour un champion, là. Oui. C'est une vieille affaire, hein? Oui, c'est une vieille affaire. Ouais. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, nous croyons que notre pays est connu, etc. Mais c'est au niveau de l'Afrique et au niveau des dirigeants des autres pays. Sinon, si vous prenez la masse en Europe, la masse en Amérique, la masse en Asie, ils ne savent pas ce que c'est que le Burkina Faso. Mais est-ce que Mélenchon est quand même aussi ne visible Non, ne serait-ce que pour ces militants qui savent qu'il est venu au Burkina Faso, c'est un acquis. Ne serait-ce que les militants de Mélenchon. La France insoumise. Voilà, la France insoumise. Eux, ils savent que leur président est parti quelque part. Et voilà. Et donc, pour eux, ça rend visible le Burkina Faso. Merci, maître. On va terminer sur ce sujet-là pour ce qui concerne les sujets de l'actualité nationale. Et on va tout de suite parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo est en train de tourner. Il a rencontré son grand frère, c'est comme ça, Bédié. Arikona Bédié, qu'il a reçu à Daoukro. Ça a été vraiment une visite, à la limite, une visite d'État dans l'État. Et puis aujourd'hui, il y a la projection d'une autre rencontre à l'invitation donc du Palais de la République en Côte d'Ivoire. Lassane Ouattara reçoit donc Gbagbo le 27 juillet à son invitation. Alors, Lengani, les choses changent, les choses bougent en Côte d'Ivoire par rapport à la réconciliation. Gbagbo Laurent exprime que c'est la démarche pour la réconciliation nationale. On a donc oublié les 4000 morts de la crise post-électorale, on a oublié la casse de la BCEAO, donc, où il décope 20 ans. Alors comment est-ce que la magie ivoirienne se fait? Mais en fait, depuis 2011, depuis 2002, la première crise, ça fait 36 000 morts. Oui. 36 000 morts que la Côte d'Ivoire a compté du fait des clivages politiques. Et bon, les 4 000, les 3 000, c'est la dernière crise effectivement post-électorale qui a engendré les quelques 4 000 morts. Bon. On sait aussi que Gbagbo est condamné à 20 ans de prison ferme. Et, bon. Moi, quand je regarde ça, je me dis, waouh! Waouh, parce que j'avais peur que ce retour-là n'engendre de la violence, n'engendre de la haine, du fait, d'une part, des ayants droit des victimes
des années passées, des crises successives dues en grande partie à Laurent Gbagbo, j'ai eu peur que ces ayants droit-là ne s'élèvent contre le retour du président et ne créent de la violence. Bon, j'avais aussi peur que les gars de Gbagbo, revigorés par le retour triomphal de leur héros, ne marchent sur le pouvoir actuel qui, il faut le dire, a des difficultés aujourd'hui dans les entournures. Fort heureusement, rien de tout ça. Plutôt, je vois une classe politique qui essaie de colmater les brèches. Certains diront sur le dos de la justice, donc sur la base d'une impunité qui fera le lit d'autres injustices. Mais c'est justement ça, l'impunité. Oui, justement. Quand même, 4 000 morts, c'est quand même quelque chose qui avait amené donc Gbagbo Laurent à la haie. Il s'est fait acquitter, c'est vrai, mais il reste que ces personnes sont mortes et il y a des victimes. Il y a forcément, c'est ça que je dis, que je craignais une double réaction possible. Bon, fort heureusement, et je dis fort heureusement parce que je partage cet avis-là, à savoir que les peuples doivent savoir tirer le leçon de leur passé. Et je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à tirer dans la haine. Et ça me rappelle un mot du président, l'ancien Premier ministre, Maître, je vous appelle au secours, Israël, qui a signé les accords de paix avec les Palestiniens. Isaac Rabin? Non, pas Rabin. Non. D'accord. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque. En fait, Simone Pérez, exactement. Merci, Maître. Qui disait, on lui demandait, mais comment ça se fait? Il dit, lui, on lui demandait s'il était optimiste par rapport à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il dit, je suis optimiste parce que avec le pessimisme, on ne tire absolument rien. Avec la haine, on ne construit pas demain. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les gens préfèrent regarder demain, comment on peut construire demain ensemble, plutôt que de nous asseoir sur nos rancœurs, sur le passé. Et ça, c'est un exemple qui alors, donc, ça montrerait quoi? Que Gbagbo Laurent, lui-même, il n'a pas de haine. Et en face, les autres, Bédié, pas de haine. À Ouattara, pas de haine. C'est ce que ça suppose. Donc, on pense à la Côte d'Ivoire. Comment faire en sorte pour que demain, on ne se rende pas dedans? Parce que tout le monde connaît la capacité de nuisance de l'autre. Est-ce qu'on a intérêt à favoriser que les extrémistes de nos camps prennent le dessus sur la raison? Non. Je pense que c'est ça qu'ils ont réussi et c'est bravo à eux. Merci Lengani. Alors, Ketka, pour la suite, c'est la réconciliation en mode activé en Côte d'Ivoire. Non, pour l'heure, il est farce ou réalité? Est-ce que pour l'heure, il est un peu difficile de dire que c'est le processus de réconciliation qui est enclenché comme ça. C'est ce que Gbagbo a dit. Il a dit qu'il est venu se réconcilier avec son frère et qu'il voudrait que la réconciliation revienne en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que pour dire vrai, la réconciliation aujourd'hui, ce n'est pas une question de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, parce qu'il y a eu des déchirures et chacun d'eux, de son côté, a véhiculé une certaine idéologie par rapport à l'autre camp. Et il y a eu plusieurs organisations que les uns et les autres ont cooptées et créées, tout azimut, qui se regardent aujourd'hui en chair de faïence en Côte d'Ivoire, même si on refuse de revenir régulièrement sur ça. Mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment des clivages profonds. Et donc, je pense que c'est d'abord une rencontre peut-être, on dirait, historique, parce que après, c'est la première fois que Laurent Gbagbo, Alassane est président, Laurent Gbagbo revient au pays parce qu'il était de l'autre côté. Mais pour moi, c'est pas encore le début de la réconciliation, parce que la réconciliation telle qu'on le souhaite en Côte d'Ivoire doit aller au-delà de Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Ben justement, est-ce que ce n'est pas eux les catalyseurs? Parce que les déchirures sont venues de leur lutte interne ou de leur lutte, de leur adversité. Est-ce que si les leaders, les têtes de pont aujourd'hui, les têtes de proue de chaque groupe aujourd'hui essaient d'appeler les uns et les autres à la réconciliation, est-ce qu'on n'est pas dans une phase assez déterminante déjà? Non, c'est ce qui donne raison à certaines organisations qui estiment que en fait, les populations n'ont pas à se réconcilier. Ce sont les acteurs politiques qui ont à se réconcilier. Mais ce que les gens oublient profondément, c'est que il y a tellement de déchirures qui peuvent jouer sur en fait l'avenir des sociétés. Quand vous prenez que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, on est dans ce même registre-là. Quand un pouvoir renverse un autre pouvoir, ça fait des frustrés.
au plan social, ça fait des frustrés au plan économique. Puisque on connaît comment nos régimes en Afrique fonctionnent. Quand on est au pouvoir, il y a des gens qui ont des marchés. Quand on n'a pas les commandes du pouvoir, les autres n'ont pas de marchés. Qu'est-ce que ceux qu'on a mis dans la misère aujourd'hui pensent quelle éducation ils vont donner à leurs enfants par rapport aux autres enfants de ceux qui dirigent. Donc ça crée un certain nombre de frustrations. Et comme nous sommes dans des États faibles, on n'a pas des institutions assez objectives qui gèrent en fait un certain nombre de nos contradictions. Ça fait que, moi je pense que, je suppose que tous les processus de réconciliation, si on ne met pas l'accent sur un certain nombre d'institutions porteurs de valeurs morales qui vont encadrer nos contradictions internes. Parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous manquons d'institutions pour encadrer nos contradictions internes. Et donc, pour moi, ce qui se passe entre Alassane et Gbagbo, cette rencontre-là, c'est une visite de courtoisie entre un ancien président et un président en exercice. D'accord, merci. Évariste? Non, moi j'ai une autre lecture. Maître Watemi. J'ai une toute autre lecture, parce que contrairement à ce qu'on dit en Afrique, surtout dans nos pays où quand on a les leaders politiques ont une grande capacité de manipulation des populations qui très souvent ne comprennent pas grand-chose. Il suffit d'un claquement de doigts et puis vous avez tous les bouleversements des gens qui se mettent. C'est très important. Beaucoup de gens se reconnaissent en eux. Et je formule le vœu, je pense que cette rencontre sera donc le prélude à une étape historique, en fait, dans le processus actuel. Certainement, parce que je pense aussi que les deux leaders c'est la disposition d'esprit des deux leaders que je regarde, parce qu'il semblerait que Gbagbo, à son retour, aurait appelé le président Ouattara par courtoisie pour l'informer de son retour. Et bon, ouais, ce n'est rien, ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup quand même. Est-ce qu'il aurait pu ne pas le faire? Parce que bon, s'il devait suivre peut-être ces militants de base qui revauguraient, qui gonflent les muscles, bon, ça veut dire que si vous avez des leaders qui sont dans une disposition de paix, ça peut beaucoup impacter. Est-ce que Gbagbo le fait parce qu'aujourd'hui, il est entre le marteau et l'enclume, il a une condamnation de 20 ans. Alors, les victimes des tueries du post-électoral sont encore là. Est-ce que Gbagbo ne joue pas le jeu du boulanger qu'on a connu et pour se tirer d'affaire? Est-ce que réellement il pense à la réconciliation? C'est possible, mais je ne crois pas qu'après avoir passé 10 années de prison, on peut dire que c'est le même Gbagbo qui, en rentrant, est ressorti pareil. Je ne pense pas. Parce que vous savez quand même, l'homme a beaucoup certainement bonifié et gagné en sagesse. Et moi, le simple fait même déjà, après son retour triomphal, il faut le reconnaître. Parce que de façon officielle, on a multiplié les obstacles, mais on sait qu'il est toujours quand même, il compte quand même. Il a quand même appelé, il a fait le geste. Et je pense que le président Ouattara aussi est dans des bonnes dispositions. Et c'est très important. Et on peut préjuger de rien, mais la volonté des deux leaders, c'est très important quand même. Bête, vous avez 45 minutes 45 secondes, j'allais dire, pour terminer cette émission. Je refuse. Vous savez, le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, il avait dit qu'il remercie la France de l'avoir mis en prison. Parce que ça lui a permis d'apprendre et de mûrir. Moi, je pense que c'est le même cas qui est arrivé à Gbagbo. De même que Nelson Mandela. Gbagbo n'est pas à sa première prison non plus. Non. Il n'a pas mûri depuis. Non, il n'avait jamais duré autant. Ah oui. Et puis, ce n'était pas à l'étranger non plus. Donc, moi, je pense que le Gbagbo qui est sorti de prison n'est pas le même. Donc, ce n'est pas les 20 ans là qui font non, il n'a pas peur il a adopté cette posture, ce profil-là. Monsieur Loukman, qui va mettre le Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire pendant 20 ans? Qui? Ce n'est pas possible. C'est pas pour rien d'ailleurs. La justice. C'est pas pour rien d'ailleurs. Quelle justice? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a envoyé à la haie. Parce qu'il n'est pas possible de maintenir quelqu'un comme Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire chez lui. C'est pas possible. Vous savez que le droit c'est une question de politique. Et c'est la politique qui fournit le droit. C'est une question de rapport de force. Donc c'est pour vous dire, n'est-ce pas, que Gbagbo, quand il est sorti, d'ailleurs, si vous avez remarqué, pendant qu'il était à la haie, il y a eu une interview qu'il a donnée à France 24. Si vous avez vu, ses propos n'étaient plus aussi belliqueux qu'avant. Et quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé de religion. D'évangéliste, il est redevenu catholique. Et on dit aussi qu'il aurait entrepris une procédure de divorce. Ça veut dire que c'était un Gbagbo qui a subi des mutations, qui a beaucoup réfléchi, parce qu'il a donné beaucoup d'interviews. Il y a eu même des ouvrages qui sont faits pendant qu'il était en prison. Donc ce n'est plus le même Gbagbo. Moi, je pense que c'est un Gbagbo plus assagi,
qui cherchent vraiment. Alors donc c'est une chance pour la réconciliation. Je pense que c'est une chance, mais cela dépendra maintenant de comment les autres acteurs vont saisir les avances, les propos du nouveau Gbagbo qui se présente. Okay. Donc tout le jeu reste à faire. Merci bien, maître, pour cette conclusion. Oui, le cas Soro également aussi, qui pourrait aussi, avec les fessistes, qui aussi demandent pardon à Ouattara pour... et on voit aussi que du côté Soro aussi, Chris Yapi et tout ça, c'est aussi calme. Il y a plus de... Donc, apparemment, chacun fait profil bas aujourd'hui pour donner chance à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on est en train de mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Prions qu'il le regarde aussi du côté de Burkina Faso. Merci bien. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à mes invités sur le plateau. Donc j'étais avec Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI qui est le Centre de recherche internationale de stratégie. Merci Maître d'être passé sur ce plateau. Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani. Kietga Blaise, directeur de publication de YAM Info. Merci Blaise d'être passé. Et puis enfin, Évariste Fossin Concebo, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et chroniqueur média également, premier porte-parole du forum, qui est le forum alternatif des citoyens. À vous tous, on dit merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour Presse Éco la semaine prochaine, si Dieu le veut.